Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de notre podcast « Ce n'est pas toujours si évident ». Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de ThinkPub, notre partenaire publicitaire, et réalisé en collaboration avec Urban FM 104.5, la station urbaine. Si vous rejoignez notre podcast pour la première fois, laissez-moi vous rappeler son objectif. Mettre en lumière des personnes connues ou moins connues qui maîtrisent leur sujet. Elles interviennent sur des thématiques précises afin de démystifier, d'éclairer et de rectifier toute information erronée qui pourrait altérer notre compréhension d'une situation donnée. Vous pouvez écouter notre podcast sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et bien sûr sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Lorsque l'on évoque les Nations Unies, une aura de familiarité s'installe instantanément. Que ce soit par le biais de discussions entendues ou en apercevant leur emblème iconique, chacun de nous a déjà été en contact directement ou indirectement avec l'un de ces organes prestigieux tels que l'UNESCO, l'UNFPA et bien d'autres. Depuis 1960, les relations entre les Nations Unies et le Gabon sont étroitement entrelacées, marquées par une coopération fructueuse. Le Gabon a joué un rôle actif au sein de cette communauté internationale, contribuant aux efforts collectifs pour la paix, la sécurité mondiale, le développement durable, les droits de l'homme ainsi que l'aide humanitaire. Cependant, il est primordial de plonger plus profondément dans la compréhension de l'Organisation des Nations Unies elle-même. Il est crucial de saisir le fonctionnement de ces organes, d'explorer leurs rouages, leurs missions et leurs implications. Ainsi, nous avons eu le privilège d'échanger avec le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population, offrant ici un éclairage sur cet univers complexe et crucial. Bonjour monsieur le représentant résident, comment vous portez-vous? Bonjour Gina, ça va très bien, content d'être avec vous dans ce podcast. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Auguste Pognon, vous êtes représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'implique exactement ce rôle? Là, on va directement dans notre podcast. C'est-à-dire, comment avez-vous acquis cette fonction? Pouvez-vous aussi partager quelques éléments de votre parcours professionnel? Comment devient-on un fonctionnaire international? Ok. Écoutez, moi j'ai eu un parcours un peu atypique et ça s'est toujours passé d'une manière organique. Ça n'a jamais été vraiment planifié. Un jour je vais travailler pour les Nations Unies. Non. J'ai commencé avec le secteur privé. J'ai fait des études en management, marketing, management aux États-Unis. J'ai travaillé un peu dans le secteur privé, dans la grande distribution en France. Et puis, par l'intermédiaire de rencontres, je me suis retrouvé à travailler en Afrique de l'Ouest dans des organisations non gouvernementales internationales. Plus spécifiquement pour des projets à grande échelle en matière de santé publique. Voilà. Et encore une fois, à travers des rencontres et un réseau, je me suis retrouvé il y a 6 ans donc, au Burkina Faso pour l'Agence des Nations Unies pour la population, UNFPA. Les Nations Unies représentent à la fois un univers familier et énigmatique pour plusieurs d'entre nous. Alors, pourriez-vous nous préciser ce que cela représente exactement? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'à la fois, c'est commun. À la fois, on a l'impression de connaître, mais à la fois c'est mystérieux aussi et c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment. Je ne sais pas si ce que je dis a du sens. Du coup, est-ce que vous pouvez nous aider à y voir un peu plus clair? C'est vrai. C'est vrai que le multilatéralisme est un peu compliqué. En fait, les Nations Unies, c'est une organisation internationale qui a été créée en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Et elle a été créée dans un but de promouvoir suite donc au conflit et au traumatisme que le monde a eu après 1945, promouvoir la coopération internationale, promouvoir la paix, le développement économique et social, et en particulier le respect des droits de l'homme. Donc c'est une organisation qui aujourd'hui compte 193 États membres. Alors elle est composée de plusieurs organes. Presque tout le monde, hein?
Tout le monde. Tout le monde. À ma connaissance, tout le monde est dans ce forum. Hein. Donc, il y a plusieurs organes. Il y a l'Assemblée générale, dont on entend beaucoup parler, où tous les membres ont une voix. Okay. Et puis, il y a le Conseil de sécurité, qui est d'actualité aujourd'hui, oui. hein, voilà, où les responsables de la paix et de la sécurité internationale donc, se réunissent pour prendre les grandes décisions de la planète. Et puis, le secrétariat, qui est dirigé par le secrétaire général. Hein. Et puis, donc, divers autres organes et fonds spécialisés selon les thématiques variées. Les thématiques. Voilà. Alors, lorsqu'on parle du système des Nations Unies ou des Nations Unies en général, on parle aussi beaucoup de ce qu'on entend, de ce qu'on résume souvent en ODD, les objectifs de développement durable, qui sont bien souvent évoqués. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous définir exactement leur nature et expliquer qui est responsable de leur définition? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on en est arrivé à dire que on va avoir cet objectif-là, qui va être un objectif mondial que tout le monde va poursuivre. Comment on choisit celui-ci par rapport à cet autre objectif et ainsi de suite. C'est ça. C'est une très bonne question. Et même moi, qui suis relativement nouveau dans le système des Nations Unies, j'ai mis un certain temps avant de véritablement comprendre les ODD. En fait, c'est un ensemble de 17 objectifs mondiaux. Okay, qui ont été adoptés par les Nations Unies depuis septembre 2015. Okay. Ils remplacent en fait, c'est des objectifs qui ont succédé à ce qu'on appelait avant les objectifs du millénaire pour le développement. Hein. Voilà. Et les ODD ont été conçus pour être plus inclusifs, hein, plus tournés vers la réalité du terrain, hein, plus ambitieux, et donc plus applicable aux besoins des pays, qu'ils soient développés ou en voie de développement. Alors, il vise à aborder un large éventail de problématiques, alors notamment la pauvreté, la faim, la santé, l'équité, l'égalité des sexes, l'assainissement, les énergies propres, la croissance économique, l'industrialisation, la pollution, etc. Donc, la responsabilité de mise en œuvre des ODD, en fait, elle incombe principalement aux pays. C'est quand on travaille sur un cadre de coopération qui est le document fondateur donc, de coopération entre les Nations Unies et le pays, en l'occurrence le Gabon. Il y a tout un processus de planification, de consultation. Et suite à ce processus, ce document est élaboré avec un plan d'action, des stratégies, des activités, une budgétisation, qui va contribuer à quoi, etc., etc. Et donc, le plan est mis en œuvre, dont l'objectif final est l'atteinte des ODD. Voilà. Mais du coup, Monsieur Pognon, j'ai une interrogation. Alors, si on repart dès le départ, on comprend que les Nations Unies sont composées de l'ensemble des pays de notre planète. Sauf les gens qui sont sur Mars. Nous tous, alors. Alors, si nous sommes tous... Quand je dis nous, les pays, si nous sommes tous dans les Nations Unies et que c'est nous qui faisons partie du Conseil de sécurité, par exemple, et ainsi de suite, on comprend alors que c'est nous qui définissons les ODD. Alors, pourquoi on a l'impression que c'est aussi difficile pour les pays d'atteindre ces objectifs, puisque c'est eux-mêmes qui étaient d'accord pour adopter les 17 objectifs sur la faim, par exemple, sur la sécurité, et ainsi de suite. Comment alors on voit à quel point les pays triment, et parfois on atteint même la période qui a été définie, et ils n'ont pas atteint les objectifs fixés? C'est ça. Écoutez, c'est-à-dire que les ODD, ça pose des défis sur des problèmes mondiaux complexes. Moi, j'ai retenu, je crois, 4 ou 5 raisons pour lesquelles il y a une difficulté majeure à les atteindre. Bon, alors, premier point, c'est la complexité des enjeux. Hein. Les ODD traitent une variété de problèmes qui sont interconnectés.
Alors, on parlait tout à l'heure de la pauvreté, l'inégalité, changement climatique, santé mondiale et bien d'autres. Donc, c'est des problèmes vraiment très complexes et qui sont interdépendants. Hein. Et ce qui rend la réalisation donc, des objectifs plus difficile. Le deuxième point, c'est la disparité mondiale. Il y a des pays de l'ONU qui ont des niveaux de développement économique et social différents. Et donc les disparités entre les pays rendent la mise en œuvre des ODD inégale, plus difficile, dans certains contextes, hein, sécuritaires ou autres. Le troisième point, c'est les financements qui sont insuffisants. Ça revient tout le temps. Hein. La mise en œuvre des ODD, ça nécessite donc des ressources financières considérables. Et les pays qui sont en développement peuvent faire face à des contraintes budgétaires. Et l'assistance financière internationale peut être parfois insuffisante. Il y a aussi la problématique des conflits, de l'instabilité politique. Conflits armés dans certaines régions entravent la mise en œuvre des ODD et créent donc des obstacles majeurs à la réalisation des progrès durables. Je peux parler aussi des changements climatiques, le manque de volonté politique, et puis les problèmes de coordination. La coordination entre les différents partis prenants, y compris que ce soit les gouvernements, les organisations non gouvernementales, la société civile, le secteur privé, ça peut être d'une certaine complexité et nécessiter donc une coopération étroite afin de maximiser l'effet escompté. On comprend. Même si je pense que le rêve de tout le monde, lorsqu'on voit les ODD, c'est de se dire il faut qu'on les atteigne. Surtout ceux, en ce qui me concerne, ceux en lien avec la faim ou la lutte contre les inégalités. Je pense que c'est vrai, ils sont tous transversaux. Parce que quand on parle de la faim, après, on va toucher encore à d'autres choses dont la faim dépend. On comprend. Et on se dit que, en fait, quand on regarde les ODD, c'est véritablement le monde parfait. Parce qu'une fois qu'on a atteint tout ça, en réalité, je pense que le monde ne s'en portera que mieux. Monsieur Pognon, en tant que représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population, quel est votre mandat? Je veux dire, lorsque vous êtes au Gabon, vous avez été mandaté certainement par le secrétaire général, vous me direz si je me trompe, ou par l'organisation. Donc, vous venez au Gabon, vous avez un mandat. Est-ce que vous, quand vous venez, vous êtes directement aligné sur les ODD dont on venait de parler, ou en tant que UNFPA, un organe du système, vous avez des objectifs spécifiques? Tout à fait. Ben, écoutez, d'abord, j'ai été mandaté par ma directrice exécutive, Dr Kanem, Natalia, qui dirige donc le Fonds des Nations Unies pour la population, qui est l'agence des Nations Unies chargée de promouvoir les droits et le bien-être des individus en matière de santé sexuelle et reproductive. Soutenir les droits fondamentaux, promouvoir l'égalité des sexes et travailler à mettre fin aux violences basées sur le genre. Donc le mandat de UNFPA, il est aligné donc aux ODD 3, santé, et l'ODD 5, égalité des sexes. Voilà. Donc en tant que représentant résident au Gabon, ma mission principale est de mettre en œuvre les programmes du programme de coopération, le 8e programme de coopération que nous avons signé l'année dernière, et les initiatives du gouvernement dans le pays, avec le partenariat avec la société civile, avec le secteur privé et autres parties prenantes. Okay. Donc cela inclut des projets liés à la santé maternelle, la planification familiale, l'éducation sexuelle. J'ai mentionné déjà la lutte contre les violences basées sur le genre. Oui. Mais ce que je n'ai pas mentionné, c'est la gestion des données démographiques. Vous savez, c'est quelque chose qui est extrêmement important, surtout pour la planification au développement. Il faut des bonnes données. Par contre, là, on est en train de travailler avec le gouvernement du Gabon
pour le recensement de la population et du logement, qui est conduit tous les 10 ans. Oui. Pour savoir exactement combien de Gabonais il y a, où est-ce qu'ils sont. Et voilà. Et c'est très important. Et c'est très important. Parce que si on sait combien de Gabonais il y a, combien sont logés, combien ont besoin de logement, combien vivent dans les zones rurales, on peut du coup adresser de manière plus précise les mesures. C'est ça, d'où l'importance. Oui. Et hier, avec le président de l'Assemblée nationale, on a discuté de l'enregistrement des actes d'état civil, qui est totalement lié avec l'exercice de la gestion démographique. Des données démographiques. Voilà. D'accord. Donc, si on comprend bien, Monsieur Pognon, juste pour qu'on reste un petit peu sur cette question, vous êtes un véritable partenaire, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui définissez la politique, vous êtes là et vous accompagnez les mesures déjà existantes dans le pays et vous guidez afin qu'elles puissent convenir aux objectifs que vous avez en tant qu'organe des Nations Unies. C'est bien ça? Tout à fait, c'est exactement ça, Gina. Vous savez, les Nations Unies, et moi je suis arrivé au bon moment, semble-t-il, dans l'organisation, depuis plusieurs années, ont entamé une réforme. C'est-à-dire que les pays membres demandent des résultats. Oui. Ils demandent maintenant... on n'est plus intéressé à des indicateurs de processus. Les indicateurs de processus, c'est-à-dire combien de formations vous avez fait, combien de gens vous avez formés, etc. Non. Ils ne veulent plus entendre. Ils sont intéressés aux indicateurs d'impact. Quel est l'impact de cette activité sur la mortalité maternelle, sur le taux de croissance démographique, sur... la prévalence du VIH/SIDA, etc., etc. Donc on est confronté maintenant à des résultats. Vous voyez, et donc on ne peut pas être observateur ou être passif. Il faut qu'on soit pragmatique, il faut qu'on ait une approche active et qu'on suive bien les projets, qu'on monitore bien tout ce qui est indicateur d'impact. Et c'est pour ça que vous travaillez en étroite collaboration, vous l'avez dit, avec les organismes de la société civile gabonaise notamment, et puis certains organismes même médicaux. Je pense j'ai assisté à l'un de vos ateliers il y a quelque temps et j'étais agréablement surprise de voir plusieurs organismes de la société civile qu'on connaît déjà, et puis même certains services gouvernementaux, ça pouvait être des directions générales, des ministères et ainsi de suite, que vous épaulez dans leur mission. Et ça, j'ai trouvé ça génial, mais je ne savais pas que c'était comme ça que ça fonctionnait. Absolument. Alors, on poursuit, Monsieur Pognon, la relation entre le Gabon et les Nations Unies, ça on l'a dit, remonte à 1960. Alors, en tant que UNFPA, quel est, vous l'avez dit aussi, votre domaine d'intervention au Gabon? Vous l'avez donc mentionné, mais quel problème ou quelle cause visez-vous spécifiquement afin que les personnes qui nous écoutent puissent comprendre de manière pratico-pratique de quoi on parle? Tout à fait. Bon, écoutez, quand on a développé le 8e programme de coopération, il a été finalisé suite à de nombreuses consultations avec le gouvernement, la société civile. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'on devait travailler étroitement sur la santé maternelle et néonatale, parce que les indicateurs au niveau de la mortalité maternelle s'étaient détériorés. Il y avait un besoin manifeste à améliorer l'accès aux services de santé maternelle. Et de promouvoir les soins de santé de qualité pour les femmes enceintes, par exemple. On a aussi identifié la planification familiale comme une stratégie visant à élargir l'accès aux méthodes, fournir aussi des services d'information et d'éducation sur l'APF et promouvoir surtout le choix en matière de différentes méthodes disponibles. On a identifié la nécessité de travailler avec les jeunes, donc de mettre en place des programmes d'éducation sexuelle complète dans les écoles et les communautés, de faire ça directement avec le ministère de l'Éducation nationale, visant à informer les jeunes sur la santé sexuelle et reproductive
et les droits et les responsabilités. Je sais que la thématique que je vais mentionner a été discutée déjà plusieurs fois depuis le début du podcast. C'est la lutte contre les violences basées sur le genre. Mais elle est Parce très que ça importante. revient, voilà, c'est ça, ça revient. Elle est très importante, Monsieur Pognon. Je pense à une enquête que j'avais lue, le résultat d'une enquête en termes de violence au Gabon, où on disait qu'au moins 2 femmes sur 5 ou 3 femmes sur 5 avaient déjà été victimes de violence. C'est un phénomène, mais qui est grave. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de violence, on ne parle pas que de violence physique. On a aussi la grosse partie des violences sexuelles, sans compter les violences financières, les violences verbales. En fait, elles sont tellement présentes dans notre société qu'à un moment donné, un peu comme le comportement d'une victime, on a fini par trouver ça normal. Or, ce n'est pas normal du tout. Et c'est pour ça que c'est une thématique qui, de mon point de vue, en tant que femme, parce que je suis clairement concernée, je trouve ça très, très important. Donc, on pourrait même encore appuyer dessus. C'est un point capital. Tout à fait. Et on va continuer à soutenir ces initiatives pour prévenir et répondre aux violences basées sur le genre. Donc, travailler avec des personnes comme vous, des partenaires locaux pour sensibiliser. Et puis aussi continuer à travailler, parce qu'il faut dire qu'au Gabon, moi j'ai été agréablement surpris quand je suis arrivé il y a 2 ans, de voir qu'il y avait quand même sérieuse avancée par rapport aux autres pays où j'ai été. Au niveau des lois, au niveau de la prise en charge, que ce soit la prise en charge médicale, psychosociale ou juridique. C'est des acquis qu'il ne faut pas perdre. Donc on va continuer à travailler là-dessus et fournir donc un soutien aux survivants et continuer à promouvoir l'égalité des sexes. Alors, une manière de lutter contre les violences basées sur le genre, c'est l'autonomisation des femmes. Des femmes, clairement. Et à ce titre, et ça peut régler les problèmes au niveau des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, parce qu'une femme qui est autonomisée peut prendre ses propres décisions. Elle n'a pas besoin de consulter ou demander la permission à qui que ce soit. Donc, peut aussi être moins vulnérable par rapport aux violences basées sur le genre. Et donc, tout ça, c'est un effet domino sur la mortalité maternelle et néonatale, bien entendu. Clairement. Donc, on pense que c'est central à l'atteinte de nos résultats transformateurs. Donc, on va travailler à promouvoir des programmes visant à renforcer l'autonomie financière, économique et sociale des femmes et favoriser l'accès à l'éducation, à l'emploi et aux ressources. Voilà. Et puis, finalement, on avait aussi identifié dans le programme de coopération la collecte des données et la recherche. Pour justement, comme on disait là, mieux utiliser ces données pour une meilleure planification au développement. D'accord. Voilà. Monsieur Pognon, ce que vous disiez, je vais juste appuyer un petit peu dessus. Je pense que c'est aussi un point très capital. Vous savez, c'est pas nous qui le disons, mais j'ai lu que les femmes étaient de meilleurs gestionnaires. Et lorsqu'il y a eu, par exemple, la crise du Covid, on a vu comment il y a eu un pic des violences basées sur le genre. Une fois que l'on arrive à autonomiser une femme, à lui donner la possibilité de s'occuper, si elle a des enfants, de s'occuper de ses enfants, d'avoir du revenu, donc de pouvoir apporter de la nourriture sur la table et ainsi de suite, ça participe grandement à la réduction de plusieurs phénomènes dégradants ou dangereux que l'on observe. Et puis, à côté de ça, il y a aussi, l'autre point qui, moi, me semble aussi important, souvent, c'est, vous savez, cette influence qu'elle a ensuite sur sa progéniture ou ses congénères, de voir une femme sortir tous les matins, s'en sortir, c'est-à-dire même si elle fait son poisson à la braise, même si elle fait ses croquettes et tout, mais n'empêche qu'elle a une activité qui d'abord la garde loin de certaines choses, la garde occupée, lui produit des revenus, lui permettent de s'en sortir. Et puis, comme vous avez dit, avoir le choix. Aujourd'hui, il y a des femmes qui n'ont pas assez d'argent lorsqu'elles veulent penser planification familiale. Il y a des femmes qui n'ont pas d'argent pour se faire placer un stérilet, par exemple. Elles ne savent même pas que ça existe, elles ne savent même pas où on peut le leur en fournir. Parlons de manière plus élargie, les jeunes filles.
il y en a qui savent même pas où elles vont trouver des sous pour acheter des pilules. Or, vous savez à quel point c'est capital si on a envie de planifier. On peut avoir déjà 6 enfants dans un ménage et puis ne pas forcément avoir envie d'en faire 7 parce que la situation ne le permet pas. Donc, je pense que c'est des points très, très importants et les femmes devraient s'intéresser un peu plus à toutes les activités qui sont mises en place dans ce sens parce qu'au final, ça nous bénéficie à toutes. Tout à fait. On poursuit avec cette question, Monsieur Pognon. Vous l'avez déjà un peu précisé, mais est-ce que vous pouvez nous préciser concrètement le rôle des agences onusiennes dans notre pays ? On en a parlé un petit peu au-dessus, mais si on pouvait l'expliquer de manière beaucoup plus concrète, il y a certaines personnes, et ça, avant chaque podcast, je discute toujours avec plein de personnes autour de moi et je leur demande leurs sentiments vis-à-vis de telle ou telle thématique. Et ce qui est revenu dans les discussions que j'ai eues de mes proches, de mes amis, c'est qu'ils voyaient plus les organismes, les agences onusiennes comme des observateurs. Alors, est-ce que vous êtes des observateurs ou des acteurs ? Et si vous êtes des acteurs, comment est-ce que vous agissez concrètement dans nos vies, c'est-à-dire dans les vies des Gabonais, et comment on peut le ressentir, comment on le voit au quotidien ? Non, tout à fait. Peut-être, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure avec les femmes qui sont meilleures gestionnaires que les hommes. J'étais en Côte d'Ivoire il y a une quinzaine d'années, pour une organisation qui s'appelait CARE International. Oui. Et le rôle de CARE, c'est vraiment la lutte contre la pauvreté. Ils sont vraiment très engagés là-dedans. Et à l'époque, ils développaient des programmes de finance inclusive à grande échelle en Côte d'Ivoire. Et je me rappelle de manière très prononcée qu'il y avait un groupe masculin et un groupe féminin pour les tontines. Oui. Okay, et je me rappelle les statistiques de taux de remboursement. Alors, chez les femmes, c'était 98%. Et puis chez les hommes, c'était 58. Au point où les tontines masculines se sont pratiquement toutes écroulées, alors que la grande majorité des tontines féminines sont devenues des entités de microfinance, sont montées d'un cran, et puis ont permis à des milliers de femmes de se développer et de s'autonomiser économiquement. Donc oui, je confirme de manière statistique. Merci. Merci, je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui disaient oui, c'est son côté où elle est féministe. Là, vous voyez, j'avais raison. Alors, Monsieur Pognon, la question de savoir si les agences onusiennes sont des observateurs ou des acteurs dans notre pays, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Oui, tout à fait. Je vous ai parlé tout à l'heure de la réforme du système des Nations Unies, où on doit maintenant être plus orienté sur les résultats, sur l'impact. Donc, il est hors de question de penser que nous sommes des observateurs, nous sommes des acteurs. Okay, et nous intervenons à différents niveaux. Nous intervenons au niveau de la mobilisation de ressources, au niveau de la conception et de la mise en œuvre des programmes, renforcement des capacités, où nous offrons, selon notre expertise, l'assistance technique. Nous avons un rôle important à jouer au niveau des partenariats et de la coordination. Finalement, dans certains pays, on a un rôle fondamental dans la réponse à l'urgence et aux problèmes liés à l'aide humanitaire. Donc voilà, je peux mentionner l'appui à la gouvernance, je peux mentionner encore une fois la collecte des données et la recherche, etc. Donc, encore une fois, je veux rappeler qu'on travaille en direct, étroite collaboration avec les gouvernements nationaux et les autres partenaires locaux, en respectant la souveraineté nationale et en travaillant strictement dans le cadre des priorités nationales définies, en consultation avec les pays concernés. Donc, encore une fois, nous sommes des acteurs engagés dans la mise en œuvre concrète des programmes visant à améliorer les conditions de vie des populations. D'accord. Donc, vous l'avez mentionné, vous travaillez avec des partenaires locaux. Dans ce cas, Monsieur Pognon, comment évaluez-vous
l'impact de l'UNFPA au Gabon. Parlons de ces dernières années, par exemple, de la dernière décennie. Vous n'étiez pas encore là, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de succès concrets que vous avez peut-être envie de mettre en avant et qui parleraient à nos auditeurs? Bon, moi, je vous ai dit tout à l'heure, quand je suis arrivé au Gabon... Vous êtes tout nouveau. Quand je suis arrivé au Gabon, j'ai tout de suite vu qu'il y avait de nettes avancées au niveau de l'égalité des genres. Oui, c'est vrai. Ça, c'est clair. Mais c'est quelque chose qu'il faut cultiver, qu'il faut entretenir. Moi, personnellement, je suis motivé et je suis engagé envers la promotion des droits fondamentaux. Au niveau de la santé sexuelle et reproductive, l'égalité des sexes, et la création d'un monde où chaque individu a la réelle possibilité de se développer et de réaliser son plein potentiel. Donc, peut-être quelques points qui me passionnent, travaillant au sein de l'UNFPA. Oui. Et je tiens à rappeler que c'est vraiment une organisation qui est cool, quoi. Enfin, oui, on voit ça. Non, mais il faut dire ce qui est. On voit ça, c'est vrai. C'est pas tous les jours facile, c'est des sujets complexes et des fois controversés. Mais vraiment, s'il y a pas une autre organisation pour laquelle j'aimerais travailler au sein des Nations Unies. Alors, d'abord à cause de son impact social. C'est contribuer donc à des programmes qui améliorent la vie des femmes, des jeunes et des communautés en favorisant l'accès à des services de santé de reproduction, à l'éducation sexuelle et en luttant contre l'égalité des genres. On peut voir aussi, grâce à ces activités, un changement positif. Les choses évoluent, certes doucement, mais elles évoluent dans la bonne direction. J'étais au Burkina Faso avant de venir au Gabon, et je me rappelle sur les programmes de lutte contre les mutilations génitales féminines, qui était un gros problème, quoi. Les choses évoluaient. Alors, ça évoluait pas de la manière où on aurait aimé que ça se fasse, mais il y avait une nette évolution des mentalités. Donc, être impliqué dans des initiatives qui visent à créer un changement positif dans la société, c'est important pour moi. La collaboration internationale, le partenariat, je trouve que c'est toujours bon de collaborer avec des entités de la société civile, du secteur privé, de tester des nouvelles choses. Alors, des fois, ça marchera, des fois, ça ne marchera pas, mais au moins, on essaie de faire les choses différemment pour avoir un impact optimal. Bon, moi, j'ai un certain âge déjà, je ne vais pas le mentionner, mais l'autonomisation des jeunes, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi. Et je pense que contribuer à autonomiser les femmes, les jeunes, les communautés en favorisant donc leur accès à l'éducation, au capital, à l'emploi, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, quoi. Et qui me permet de me réveiller le matin en me disant qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc voilà, je crois que c'est ça qui me passionne principalement. C'est vrai qu'avant, j'ai mentionné le Burkina Faso, Haïti. Je ne l'avais pas mentionné, mais j'ai passé 4 ans en Haïti. Et là, il y avait une forte dimension d'aide humanitaire. Et c'était aussi... Oui, on peut le voir au quotidien, comment on participe à aider les gens, comment on change en gros leur vie d'une certaine manière. Absolument, absolument. C'est quelque chose qui m'a profondément touché et qui a été important à une période de ma carrière. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que l'empathie est du coup un point très très important lorsqu'on décide de travailler pour le système des Nations Unies ? Écoutez, si vous n'avez pas d'empathie, vous ne pouvez pas fonctionner dans le développement. Ou bien vous le faites pour les mauvaises raisons. Et puis, maintenant, avec les styles de management qu'on demande aux chefs d'agence d'avoir, vous êtes obligé d'être empathique, d'avoir un certain niveau d'intelligence émotionnelle, vous savez.
Hein. Vous ne pouvez plus gérer les équipes de la même manière dont on les gérait il y a une vingtaine d'années. Ça passerait plus. Hein. Donc, tout à fait. L'empathie est une qualité qu'il faut entretenir. C'est pas facile, hein, l'empathie. Pas facile c'est du pas tout. facile du tout. Je confirme. Moi, des fois, j'entends des gens « Sortez de mon bureau !» Je dis là, il y a eu une baisse de régime au niveau de l'empathie. Là, hein. C'est vrai. Donc, c'est quelque chose qu'il faut cultiver, quelque chose qu'il faut travailler au quotidien. Alors, Monsieur Pognon, quel est votre rêve ou objectif ultime? Là, vous nous partagez véritablement ce qui vous booste, ce qui vous réveille le matin, ce qui vous passionne. Quel est votre rêve ou votre objectif ultime en ce qui concerne votre carrière et vos actions au sein de l'organisation au sein de l'UNFPA, au sein de cet organisme? C'est les 3 zéros. Les 3 zéros. 0 besoin non satisfait en matière de planification familiale, 0 décès maternel évitable et 0 violence basée sur le genre. Et cela d'ici 2030. Et c'est faisable. Nous sommes en voie? Nous sommes en voie, mais il faut accélérer. Il faut qu'il y ait une nette accélération. C'est pour ça qu'on essaie des stratégies un peu innovantes avec les nouvelles technologies, en travaillant directement avec les jeunes, parce que c'est aussi intergénérationnel, tout ça. Donc, il faut mobiliser plus de ressources. Enfin, tous les problèmes que j'avais mentionnés tout à l'heure, il faut vraiment adresser ça d'une manière plus accélérée, tenir compte des méga-trends. Il y a toujours aussi des choses qui se passent. Bon, qui aurait pu penser qu'il y aurait un conflit en Ukraine? Qui aurait pu prévoir le Covid? Enfin, toutes ces... Il faut avoir aussi une certaine capacité d'adaptation et tout de suite essayer de recadrer les choses. Et de saisir les opportunités. Voilà. D'accord. Alors, on arrive petit à petit vers la fin de notre podcast. Quel est le message que vous souhaiteriez adresser aux Gabonais qui nous écoutent? Bon, on est le 26, donc c'est toujours possible de souhaiter une superbe année 2024. Hein. Donc, je salue mes frères et mes sœurs du Gabon avec chaleur, hein, et je partage avec eux un message d'optimisme et d'encouragement. Surtout en ce moment, hein, où le pays vit quand même une partie de son histoire qui est très importante. Donc, je pense qu'ensemble, on peut travailler à créer un avenir où chaque individu a sa place, hein, accès à des services sociaux de qualité, hein, où l'égalité des sexes est une réalité, hein, et où chaque membre de la société peut réaliser son plein potentiel. Voilà. Donc, comme on dit dans certains autres pays d'Afrique centrale, on est ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Pognon. Donc aujourd'hui, vous l'avez écouté, on était dans les locaux de l'UNFPA, c'est l'organisme des Nations Unies pour la population. Et Monsieur Pognon l'a dit tout à l'heure, mais j'ai pas voulu l'interrompre, mais sérieusement, c'est cool. Ici, c'est cool. Enfin, je veux dire, leurs locaux, l'équipe, tout le monde est cool. Et je pense qu'en étant en extérieur, lorsqu'on voit les organismes des Nations Unies de l'extérieur, on a toujours une image un peu particulière. Enfin, on pense à plein de choses, mais il y a beaucoup de Gabonais qui travaillent ici. Et ça, c'est un point qui m'a vraiment chauffé le cœur parce que on les voit toujours comme des fonctionnaires internationaux qui viennent travailler sur des choses qui concernent les Gabonais. Or, il y a plein de Gabonais ici. C'est aussi un espace véritablement agréable avec des personnes chaleureuses. Et donc, on vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis. J'espère que ce podcast, vous qui l'écoutez, vous aura été utile et va vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne le système, mais aussi comment fonctionne l'UNFPA et peut-être, qui sait, peut-être que vous aurez envie de participer aussi à l'atteinte de ces 3 zéros. Sait-on jamais? Dans tous les cas, on vous souhaite une très bonne semaine puisque vous commencez à écouter ce podcast le lundi. On vous souhaite une très bonne semaine. Je remercie Ivanov, mon partenaire de tous les temps, au passage pour le gros travail qu'il a là-bas. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Faites attention à vous et portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Merci, Gina.